Bien, donc je vais vous faire un témoignage sur la restauration écologique du Rhône avec ses aspects très, on va dire, concrets, opérationnels pour mener à bien ces actions de restauration en interaction avec les riverains. Donc, pour rappel, ça a été dit par Thomas précédemment, sur les pressions anthropiques sur le fleuve Rhône. Les deux principales pressions morphologiques, donc elles datent, on va dire, de avant 1860, donc avec les premières digues syndicales. Donc c'était les premiers ouvrages pour que les populations se protègent contre les inondations. Mais surtout, de fin 19e, début du 20e, notamment des aménagements ont été réalisés par un ingénieur de l'État français qui s'appelait Monsieur Girardon, dont sa mission était de développer la navigation sur le Rhône. Le Rhône était très peu navigable de par son débit, de par ses difficultés de navigation. Et donc un gros programme de construction d'aménagement. Vous voyez sur la photo en haut, donc je vais mettre mon pointeur. Non, je ne vais pas le retrouver. Si, le pointeur, voilà. Donc, sur cette photo ici, où il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été réalisés pour concentrer les écoulements dans le bras principal du Rhône, afin que le Rhône fasse lui-même son chenal de navigation. Deuxième très grosse pression morphologique, ce sont les aménagements hydroélectriques. Sur le Rhône avec ces aménagements au fil de l'eau qui se sont développés donc, entre 1950 et milieu des années 80. Donc, ces deux grosses campagnes d'intervention de l'homme ont conduit à une réduction, notamment à une uniformisation du lit principal du Rhône, avec un Rhône qui comportait donc beaucoup de bras et qui s'est retrouvé donc avec un lit principal sans bras secondaire. Bien entendu, les eaux de pression, donc la qualité des eaux, beaucoup d'efforts ont été faits ces 50 dernières années dans l'amélioration de la qualité donc, au niveau des stations d'épuration, l'émergence des micropolluants, des perturbateurs qui vont interagir sur les organismes, et puis les changements climatiques où on s'attend à des baisses de ressources en eau, une augmentation de la température qui ne va pas sans poser évidemment problème pour l'adaptation des organismes et l'évolution des écosystèmes. Au niveau de la restauration, alors attendez, je crois que j'ai un petit, voilà, pardon. Au niveau de la restauration, nous allons nous concentrer donc, sur le Rhône, essentiellement sur ce qu'on appelle le Rhône qui a été court-circuité donc, par les aménagements hydroélectriques, donc, qui se situe à l'aval des barrages. Ce qu'on appelle communément sur le Rhône, donc les vieux Rhônes. Ce sont sur ces espaces-là que se concentrent les plus grosses potentialités de restauration, où il y a encore une résilience de la biodiversité. Et on a ces annexes fluviales qui ont été modifiées par l'homme, mais qui sont présentes morphologiquement. Pour information, sur environ 500 km de Rhône, on a entre 250 et 300 bras du Rhône, qu'on appelle l'Aune, donc sur le Rhône. Donc voilà, ces ensembles, ces potentialités sont présentes sur ces espèces-là et sur ces espaces-là, pardon. Et vous voyez sur les petites diapositives les évolutions qui sont largement connues maintenant par la communauté des scientifiques et des gestionnaires sur la simplification des hydrosystèmes. Donc, diapositive suivante. Donc là, dans la présentation du programme de restauration, alors sur le Rhône, c'est déjà une histoire qui, même si les sciences sont assez neuves, somme toute, qui date de plus de 20 ans avec les premières opérations qui ont eu lieu à l'aval de Lyon. Donc, c'était début des années 2000, où à l'époque, les objectifs principaux, c'était de retrouver un fleuve vif et courant, donc de augmenter notamment le débit réservé à l'aval des barrages. Ces débits avait été fixé au moment de la construction des aménagements, donc on pouvait parfois diviser par 100 le module, donc c'était une réduction drastique de la ressource en eau, et de retrouver de l'eau dans ces bras du Rhône, dans ces Launes. Donc 3 sites ont été faits donc, début des années 2000 sur Pierre-Bénite, et ensuite sur le secteur du Haut-Rhône au travers de 3 secteurs géographiques, sur les secteurs de Chautagne, Belay et Brégnier-Cordon.
Le même type de concept de restauration, on s'est intéressé à l'augmentation du débit réservé et à la remise en eau des Launes, ont intéressé le secteur de péage de Roussillon. Donc là, on commence à descendre dans la vallée du Rhône. Et vous avez également d'autres secteurs géographiques comme Montélimar, donc autour des années 2010-2015. Donc, et parfois, il y avait des opérations ponctuelles qui pouvaient s'opérer donc en fonction de demandes sociales. Donc, le long du Rhône, il y a eu des opérations plus au sud sur le secteur de Cadroux, sous le bras des Arméniens. Associé donc à ce type de restauration, des évolutions ont eu lieu au cours de ces 20 dernières années. Donc, je vais les présenter un peu, donc après un peu plus à l'aval, avec un peu plus loin dans la présentation, plus une approche, on va dire, de fonctionnalité et de restauration morphologique du Rhône, avec des éléments de rupture qui ont eu lieu donc sur cette période-là, qui ont amené à cette restauration plus physique et beaucoup plus exhaustive. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à différentes masses d'eau au sens de la DCE. Pour faire simple, une masse d'eau, ça correspond à un aménagement donc, hydroélectrique au fil de l'eau. Donc, il y a des projets qui sont en cours à l'aval de Lyon sur le secteur de Carbinite, où les premières opérations ont eu lieu avec l'ouverture de 3 sites, là une approche beaucoup plus large avec l'intervention sur les aspects donc, des ouvrages Girardon. Les opérations qui ont eu lieu sur péage de Roussillon, avec une opération de grande ampleur de plus d'1 kilomètre de long sur l'enlèvement complet d'un système d'ouvrage Girardon, et toute une série de masses d'eau qui sont prioritaires au sens de la DCE pour l'atteinte du bon état écologique. Donc, ça va concerner donc, le Rhône médian, les secteurs de Bourg-les-Valences, les secteurs de Beauchastel, les secteurs de Bex-le-Gineuf et de Donzère-Mondragon, où des opérations viennent de se terminer et d'autres sont encore programmées dans les années futures. Des réflexions, parce que ça a déjà été ça a commencé à être dit dans la présentation précédente, et puis dans l'introduction, les évaluations des actions, c'est une thématique qui est fondamentale dans ces opérations de restauration. Et que dans ces opérations de restauration, il faut donner du temps au temps, parce que la capitalisation, le retour d'expérience est fondamental pour que toute la communauté, on va dire, de gestionnaires, de scientifiques, de sachants sur les fleuves puisse améliorer ces processus de restauration. Diapositive suivante. Donc, dans le cadre de cette restauration morphologique, donc là, on va s'intéresser vraiment donc au processus, à rétablir des processus de dynamique naturelle avec les enjeux de chacun des sites. C'est-à-dire que tous les sites ne vont pas présenter les mêmes potentialités. Donc, c'est de retrouver donc, des zones d'érosion, des zones de dépôt, retrouver un espace de liberté, de libérer notamment donc ces bordures qui sont figées par des ouvrages afin d'avoir une régénération de formes alluviales qui vont bénéficier à tous les compartiments, que ce soit de l'aquatique, du semi-aquatique et bien évidemment, on l'a dit précédemment, à la partie terrestre qui a été malheureusement parfois bien souvent oubliée dans les programmes d'évaluation. Donc, c'est vraiment de retrouver des berges qui soient le plus naturel possible, des habitats également, avec un niveau de fonctionnalité pour que les habitats puissent on va dire, évoluer d'eux-mêmes avec, on va dire, le moins possible l'intervention de l'homme par la suite. Donc, dans les différents types d'actions qui sont mises en œuvre sur le Rhône, donc on va voir le décloisonnement notamment de ces casiers Girardon avec l'effacement de digues. Là, vous avez un exemple sur le secteur de Donzère-Mondragon, donc l'endroit où je situe le curseur. Donc, il y avait un ouvrage, il y avait des enrochements qui séparaient donc, le casier avec le Rhône principal, ou sur le secteur de Cornas, avec un effacement de digues, donc la dépose de ces enrochements donc, qui sont dans des proportions très importantes sur le Rhône. C'est des centaines de kilomètres d'enrochements donc longitudinaux et transversaux qui ont été réalisés. D'autres exemples d'enlèvement d'enrochements sur le secteur de Donzère-Mondragon.
Associé à, à cet enlèvement d'enrochement, donc nous avons aussi les ouvertures de bras. Donc là, on revient aussi, quoi, on reste dans l'objectif de base qui était de remettre aussi des bras secondaires et des lônes donc en connexion. Alors avec tout un ensemble de fonctionnements, c'est-à-dire des bras va favoriser des bras essentiellement alimentés par les eaux de surface, donc avec le régime hydrologique, ben voilà, c'est à bien dimensionner, mais il y a des bras qui sont aussi alimentés par l'aval ou des bras phréatiques, ce qui est fondamental, et les scientifiques l'ont bien, on va dire, fait remonter dans le cadre de tous les travaux d'évaluation de la première campagne de la restauration depuis les années 2000, hein, qu'on portait sur plus d'une trentaine de sites, le rôle très important de l'ensemble de ces habitats à l'échelle d'une plaine alluviale. Et donc, associé à ces principales actions qui consistent à libérer les bordures du Rhône, c'est également la recharge sédimentaire donc des matériaux donc du lit principal, donc des recharges actives, c'est-à-dire de venir apporter directement des matériaux dans le lit principal à l'aval des barrages, ou alors après, par la suite, en fonction de la portée et des actions qui ont été mises en œuvre, des recharges sédimentaires passives, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on libère les espaces, on a des phénomènes d'érosion qui se produisent. Et là, vous avez une illustration en bas sur le secteur de Pont-Saint-Esprit qui a été réalisé donc en 2009 avec régulièrement, au gré des crues du Rhône et de l'Ardèche, donc une réalimentation du lit principal par les graviers qui sont érodés par les crues du Rhône. D'un point de vue opérationnel, donc j'ai fait une illustration on va dire, qui replace les différentes étapes dans le contexte rhodanien. Alors évidemment, après, d'un secteur géographique à un autre, bien entendu, c'est différent. D'un pays aussi à un autre, les processus aussi sont différents. Mais voilà, dans le contexte du Rhône, donc sur cette restauration morphologique, hein, on part d'un schéma directeur qui a été réalisé donc sous l'égide des scientifiques, donc l'Observatoire des sédiments du Rhône, donc qui date de 2013, et qui avait déjà, qui était un document fondateur parce qu'il posait le cadre de la restauration et des sites prioritaires, des sites qui présentaient des potentialités pour libérer notamment ces ouvrages girardons avec des remobilisations potentielles intéressantes pour le Rhône. Donc, une fois que cette base elle a fait l'objet de tout un tas d'études, notamment de connaissance du Rhône, de connaître sa bande active historique, de regarder les interfaces avec l'occupation du sol, des études diachroniques, des potentialités de puissance spécifiques sur le Rhône, et également, ça a commencé à cerner donc, les enjeux du territoire. Ce schéma directeur, d'une masse d'eau prioritaire à une autre, a été décliné en études de faisabilité et d'opportunité. Donc, c'est une première étape de conception dans ce qu'on appelle l'ingénierie, on va dire, opérationnelle pour mener à bien des actions. Donc, cette étape, elle est variable. On commence à précadrer les actions, à en évaluer les enjeux, les freins, les leviers, en évaluer aussi les aspects, la portée financière, parce que ces opérations sont onéreuses à l'échelle auquel on travaille sur un fleuve tel que le Rhône. Je pense que c'est similaire sur le Danube, vu l'ampleur notamment du cours d'eau. Donc, c'est de poser une base budgétaire. Ensuite, on rentre dans une phase très opérationnelle, très ingénierie, qui se constitue de différentes phases. Une phase d'avant-projet, une phase de projet et de contract management, où on va écrire les contrats pour faire exécuter les travaux. La réalisation des actions, avec essentiellement des mouvements de terre et des travaux d'ingénierie écologique, et bien entendu, le suivi et l'évaluation, qui va aboutir notamment au retour d'expérience et à l'amélioration du processus. Donc ça, c'est un temps que beaucoup de porteurs de projets voudraient raccourcir. Donc moi, je suis porteur de projet, je baigne dedans au quotidien et ce sont des temps qui sont parfois incompressibles parce qu'il faut laisser aussi du temps au temps par rapport à tout un tas d'enjeux de territoire. Donc, un avant-projet, on passe en revue, vous avez toutes les composantes physiques et biologiques, ça va des inventaires aux modèles hydrauliques, aux aspects sédimentaires, aux aspects de morphologie, aux aspects du foncier. Bon, il y a vraiment, je ne vais pas tout énumérer, mais la liste des thématiques qui sont abordées est assez importante, avec une métrologie aussi environnementale, de faire des mesures sur le terrain, de niveau d'eau, de qualité des eaux, etc., assez importante, sans oublier la composante sédimentaire.
Les projets de contrat et d'entreprise, ça dure environ 1,5 ans. Donc, on fait des adaptations, on améliore le projet, mais le scénario de restauration est déjà bien posé dans un avant-projet. On va étudier différents types de scénarios de restauration. Et dans le cadre de la réalisation, on va travailler essentiellement en période hivernale sur le Rhône, donc pour respecter les cycles biologiques, pour respecter les usages. Donc, on travaille de octobre à février, donc en pleine période de crue et d'hydrologie qui peut être plus marquée, donc avec un management de travaux et d'intervention qui est à cadrer. Donc, selon l'ampleur des opérations, ça peut durer 2 à 3 saisons. Et bien entendu, ces retours d'expérience qui sont supérieurs à 10 ans. Donc, ces opérations sont menées au niveau de la Compagnie nationale du Rhône dans le cadre de ce qu'on appelle, on a un document guide, un programme qui s'appelle les missions d'intérêt général depuis 2002. Et là, maintenant, on est dans une situation, on va dire, de prolongation de la concession où on aura une continuité, ce sera repris dans un document, dans un programme qui s'appellera les plans synchrones. Associé à ce programme de restauration, fondamental le travail des scientifiques et de tous les sachants sur le fleuve, c'est-à-dire ce programme hautement ambitieux de Reneco qui accompagne donc la restauration depuis les états initiaux, notamment avant 2000 sur le secteur de Pierre-Bénite et toutes ces masses d'eau prioritaires, avec le suivi des composantes sédimentaires, des sédiments, des aspects piscicoles, des aspects benthiques, de la végétation aquatique, et de la fonctionnalité de ces différents milieux. Il y a eu des apports considérables dans la durée de vie de ces annexes qui ont été restaurées, donc il y a déjà plus de 20 ans. Donc ce suivi-là, il se poursuit dans le cadre des opérations qui ont été menées dans le cadre depuis 2000, et il est amené à se poursuivre dans le cadre de la restauration morphologique, avec forcément des thématiques qui vont être ajoutées à ces aspects-là, notamment tout ce qui concerne le sédimentaire et d'autres que je vais aborder par la suite. Évidemment, ces opérations s'inscrivent aussi dans le cadre du SDAGE, du programme de mesure, avec l'atteinte du bon état écologique, et ils sont labellisés au titre du plan Rhône. Je tiens juste à faire un petit zoom sur des événements de rupture, notamment les crues de 2002-2003. On était à plus de 100 ans sur certaines parties du Rhône, où il a fallu, du coup, concilier à la fois les approches écologiques et les approches d'amélioration des conditions d'inondation. Donc ça a été un fait marqueur. Plus on descendait à l'aval du Rhône, où sur les territoires, l'inondation est beaucoup plus importante et prégnante que sur la partie nord, sur l'amont du bassin versant du Rhône. Donc là, ça a déclenché, on va dire, des mécanismes de raisonnement qui ont abouti à ce schéma directeur de 2013. La crise des PCB, dans le cadre des sédiments, qui a imposé un moratoire sur les opérations de restauration afin de mieux comprendre les mécanismes, les interactions entre les processus hydrosédimentaires et la qualité des sédiments. Et bien entendu, des enjeux très forts de la continuité sédimentaire. Je ne peux pas détailler à ce stade-là, mais c'est vrai que depuis 20 ans, il y a eu en termes de gestion des matériaux qui sont déplacés dans le cadre de ces opérations, des grosses évolutions de la manière, des méthodes de lesquelles on intervient. Et bien entendu, la concertation et les échanges, la communication avec tous les différents cercles, que ce soit les scientifiques, les gestionnaires, les usagers, les associations, les riverains, des autres maîtres d'ouvrage qui peuvent être concernés par ces projets. Donc là, je vais finir par un zoom sur notamment au niveau de la concertation avec les riverains, parce que le Rhône, on a beau être, on va dire, gestionnaire, sachant, etc., il y a également tout le cercle de ceux qui le pratiquent au quotidien au travers de leurs activités diverses et variées, que ce soit des pêcheurs, des chasseurs, des vététistes, des associations de protection contre la nature, des associations pédagogiques, donc des associations d'activités nautiques. Donc, on a mené une expérimentation sur le secteur de Pierre-Bénite que je déroule, je fais juste un petit zoom rapide sur cette diapositive, d'insérer dans le cadre de la conception l'écoute des usagers et la co-construction de scénarios. Donc, je ne vais pas détailler, de passer en revue les différentes étapes, mais on a mené de front la réalisation de l'AVP. Vous avez vu sur la diapositive précédente, qui a duré environ un an et demi, avec différents cercles, donc les cercles des usagers et des associations dans un second temps.
et de recueillir la perception de ces usagers, où il y a cette nécessité de recueillir le regard, et ils sont même, on se nourrit de leur vision du Rhône. Des fois, il va y avoir des attachements à des aspects patrimoniaux. La prise en compte de l'utilité sociale dans la définition des actions, on l'a vu dans la présentation précédente, il va y avoir une restructuration de certains usages, une restructuration des chemins, des îlots qui vont être des espaces qui vont être sanctuarisés. Donc, ça déclenche des mécanismes, notamment de raisonnement sur comment on va replacer les activités de l'homme dans des espaces naturels, qui plus est quand on est proche de centres comme Lyon, où il y a une pression humaine qui peut être très, très importante. Hein. Le secteur de Pierre-Bénite, c'est plus de 70 000 personnes qui fréquentent les bords des rives. Donc, c'est fondamental de pouvoir construire ce projet afin de répondre au mieux, quoi, de percevoir la territorialisation des différents acteurs. Donc, on a déroulé donc, la présentation de différents scénarios, et à cette étape, notamment avec évidemment, ça s'est entrecoupé avec des visites de terrain. On n'est pas arrivé avec un scénario, avec un projet, on va dire quelque part ficelé dans le cadre de la concertation, mais c'était vraiment de recueillir et de partager une feuille de route sur notamment les enjeux de cette restauration morphologique. Donc, on a abouti on va dire, dans cette feuille de route, sur retrouver des îles, des vraies îles du Rhône, retrouver des bras qui soient dans une taille suffisante et de ramener de l'eau dans la plaine alluviale. Évidemment, il y a toute la conciliation des usages qui est un travail qui va se poursuivre. Et ensuite, on a visualisé sur le terrain avec ces acteurs, notamment les emprises sur le site. Et bien entendu, aussi en échangeant sur les enjeux de la réinjection sédimentaire dans le lit principal. Et donc, pour terminer sur les points forts de ces démarches, donc, j'ai voulu faire trois focus, les techniques et sur les évaluations. Évidemment, on a des enjeux croissants sur les aspects sédimentaires avec beaucoup de questions et parfois des défauts de réponse. Donc là, ça nécessite qu'on adapte nos outils, qu'on adapte notre compréhension, qu'on adapte nos connaissances. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir faire quelques sites pour capitaliser sur les enjeux donc, sédimentaires en prenant en compte tous les enjeux de territoire, soit des enjeux notamment industriels, des enjeux d'inondation, des enjeux de compréhension déjà de le riverain, de mettre du caillou, entre guillemets, sans être péjoratif, dans un fleuve. Hein, on change de paradigme. Un autre aspect très fort de la concertation, c'est les enjeux entre les arbres, les enjeux du paysage à intégrer dans le cadre de la conception. Malheureusement, les ouvrages Girardon, il y a une vie. Derrière, la nature a repris parfois ses droits avec l'implantation d'arbres qui sont parfois des espèces invasives, mais des fois pas que, des éléments de biodiversité, des éléments, des signaux au niveau aussi du paysage. Et là, on a eu énormément de discussions et de voir comment on pouvait concilier cet enjeu qui est très, très complexe et qui répond aussi à des attentes forcément citoyennes qu'il faut essayer de répondre au mieux. Le dimensionnement des bras, donc ça aussi, c'est une question centrale qu'on a avec les scientifiques pour atteindre une bonne pérennité. On l'a vu dans la présentation précédente, ce côté permanent d'alimentation ou intermittent. Et puis, bien entendu, mise en place de ce suivi opérationnel. Alors, avec le traitement, on va dire l'intégration des angles, peut-être des angles morts, notamment, j'en ai un en tête qui est l'interface avec la forêt, les aspects d'ornithologie, donc des oiseaux, qui peut être un excellent indicateur sur les opérations de restauration. Donc, faut-il encore avoir des sites qui soient très documentés avec des états initiaux qui soient à la hauteur des objectifs des suivis. Projet de territoire, j'ai commencé donc à le signaler, donc avec un développement de cette nouvelle usage et de cette réappropriation du nouveau Rhône qui nécessitera aussi un accompagnement parce que la dynamique, les phénomènes d'érosion, les choses qui vont bouger dans le temps, c'est des éléments qu'il va falloir, on va dire, expliquer. On passe de la restauration d'un milieu qui est assez quelque part un peu statique, oui, on va remettre cette faune en eau, à un milieu où il va y avoir des berges qui vont s'éroder et des évolutions, des dépôts de matériaux, etc. Donc, il y a pas mal d'accompagnement à faire, évidemment, sur les territoires pour apporter des éléments, des perspectives sur ces restaurations.
Donc, on le voit au travers de tous nos échanges, hein, donc des fois, c'est des sources de créativité parce que ça va de la restructuration, de la fréquentation de l'homme, quel est le rôle de l'homme dans ces éléments, dans ces espaces de biodiversité qui restent malheureusement peu présents. Et une dernière thématique qui est la transition écologique avec l'adaptation au changement. Donc là, on a entrepris une démarche de se poser aussi des questions. Il faut qu'on se questionne. C'est des opérations qui sont lourdes. Donc, d'avoir une évaluation, une démarche bas carbone de ces opérations. Alors, quand on dit ça, c'est d'avoir une évaluation depuis les écosystèmes avant, on va dire, modification, le carbone qui est apporté, donc ces écosystèmes, le rôle dans la captation du carbone, l'apport du carbone pour modifier donc pour mettre en place ces actions et le rôle des nouveaux écosystèmes au niveau des puits de carbone. Et puis, bien entendu, après, les aspects d'intégration des changements climatiques au regard de la baisse de la ressource en eau ou des augmentations de température.